Bonjour à tous, nous voilà pour une nouvelle vidéo sur la configuration de l'onduleur Victron. Les anciens modèles, parce qu'il y a des nouveaux modèles maintenant, mais qui se configurent un petit peu de la même manière, mais avec un certain nombre de subtilités. Donc là, je vais pouvoir vous présenter une installation que j'installe demain. Il y a déjà des panneaux solaires existants, je rajoute des panneaux solaires et un pack batterie, et il fallait que je fabrique la partie technique telle que présentée ici. Je vais pouvoir vous montrer comment on configure manuellement et comment on configure par ordinateur l'onduleur. Quel est l'intérêt de le configurer? Eh bien, dans un premier temps, lorsqu'on achète un onduleur neuf, on n'a pas vraiment besoin de le configurer puisqu'il est fonctionnel. Mais pour avoir une installation qui fonctionne bien et qui est économe, il est intéressant de mieux paramétrer tout ce qui est seuil de tension, notamment pour protéger les batteries. Paramétrer l'économie d'énergie lorsqu'on a la possibilité de l'exploiter suivant l'installation et ce qu'on consomme, c'est quand même très intéressant parce que c'est pas un onduleur très économe. Chez Victron en général, ils sont pas vraiment faits pour les toutes petites consommations. Donc il vaut mieux tenter de paramétrer en économie d'énergie pour avoir une installation qui, en hiver, quand on est en manque de soleil ou même de vent ou qu'on ne veut pas démarrer un groupe électrogène, on puisse durer longtemps sans gaspiller l'énergie. Alors sur cette installation, on va quand même parler d'un minimum de choses. Alors moi, pour faire les tests, j'ai les câbles qui sont ici. Je ne vais pas les raccorder à des batteries. Je vais raccorder une alimentation stabilisée. Je ne vais pas faire de test de consommation, je le ferai sur site. Les batteries sont déjà rendues là-bas. Ça va me permettre de vérifier que l'onduleur se met bien en sécurité quand on est en surtension ou en sous-tension, que les réglages qu'on va faire seront bons. On a ici une installation qui est faite pour 3 régulateurs solaires. Il y en a un troisième qui va se mettre là. Les panneaux solaires sont raccordés sur le côté ici, directement, enfin les lignes. Tout est géré avec des fils noirs et des fils rouges, avec des portes fusibles ici, pour pouvoir sectionner le courant et protéger le régulateur solaire, donc sur la partie là en courant continu. Ça repart aux différents régulateurs. Et puis ensuite, pour aller aux batteries, on passe par un contrôleur batterie. Ça, c'est un shunt de mesure qui permet de mesurer les chutes de tension, tension, courant, watts. Le fusible, très important, surtout en cas de court-circuit pour éviter les incendies. Sectionneur batterie. Et le sectionneur batterie, il a quasiment une seule fonction, c'est vraiment la mise en service, tout ce qui est intervention. Parce que quand on coupe le courant avec ce sectionneur, que l'installation met au soleil, les panneaux solaires continuent d'alimenter. Par contre, pour la mise en service et pour tout ce qui est intervention, c'est important parce que tout ça, c'est rempli d'électronique. Et l'électronique, il y a un microprocesseur avec un logiciel interne. C'est vraiment, c'est pas fait pour les étincelles. C'est-à-dire que quand on met sous tension et qu'on hésite à brancher des cosses comme celle-ci sur les batteries, et on fait des étincelles, on fait des démarrages intempestifs de logiciels et on crée des bugs qui sont pas couverts par la garantie en règle générale. Donc un sectionneur, c'est quand même ce qu'il y a de mieux, c'est quelque chose de propre et qui nous permet de couper le courant d'urgence avec ça, plus les fusibles. Je ne vais pas parler du contrôleur batterie en termes de paramétrage, on fera une autre vidéo là-dessus. Lui, il a vraiment comme mission de surveiller ce qui se passe sur les batteries. Ça nous permet d'avoir un affichage de pourcentage des watts et de l'état des batteries, ainsi que les statistiques. L'onduleur le fait un petit peu aussi, mais comme lui, il ne mesure que ce qu'on consomme et non pas ce qu'on produit, il n'est pas performant pour ça. Lui, il va vraiment se concentrer sur la production de 230 volts. Donc là, on est vraiment sur un signal équivalent à EDF, avec une puissance limitée tout de même. On a un 3000 volts ampères, ce qui est l'équivalent de 2400 watts en puissance nominale à 25 degrés, 40 degrés de température ambiante. Et après, lui, il a une capacité de surcharge de 6000 volts ampères, ce qui est suffisant pour la plupart des machines-outils, petits compresseurs, tireuses à bière, sonos. On va dire que c'est une puissance, c'est pas la plus petite qui est conseillée pour l'autonomie, mais pour une maison ou un appartement, c'est suffisant. Bien sûr, ici, il ne s'agit pas de chauffer de l'eau ou de chauffer une maison. C'est vraiment pour les usages courants. Et en sortie de l'onduleur, on a la partie protection aux 230 volts. Donc sur ce coffret électrique, on mélange le courant continu et le courant alternatif. On les sépare quand même au niveau physique et au niveau câblage. Comme ça, au niveau parasite magnétique, on est bon. L'onduleur dispose de plusieurs voyants en façade. Donc, je ne vais pas faire la pub de l'onduleur en lui-même, ça permet de communiquer un petit peu avec l'utilisateur. On nous dit s'il est allumé, s'il est en surcharge, si les batteries sont
sous-chargé, en sous-tension, ou s'il y a un problème de température de surchauffe. Le bouton on-off. Et puis à l'intérieur, on voit que c'est pas un simple onduleur, c'est vraiment un ordinateur. On a un onduleur qu'on dit hybride, pas parce qu'il gère plusieurs sources d'énergie, mais parce qu'il exploite plusieurs technologies pour fabriquer son 230 volts. Il utilise la technologie basse fréquence qui est plutôt constituée de bobines et de condensateurs qui sont cachés en dessous. Je ne sais pas si on les voit, hein, c'est la partie qui est très très lourde en dessous, qui se suffit à elle-même pour produire le 230 volts, mais qui nécessite quand même beaucoup de composants lourds, ce qui fait son poids. Et au niveau stabilité, c'est un peu moyen. Donc c'est combiné avec un système haute fréquence avec des condensateurs aussi, mais de plus petite taille et beaucoup de transistors gérés par microprocesseurs pour avoir quelque chose de plus stable et en même temps qui est capable de délivrer beaucoup de puissance grâce à la partie basse fréquence. Ce qu'on voit en façade, c'est plutôt la partie communication informatique qui va servir à programmer les paramètres qu'on va voir tout à l'heure. On a la partie input, c'est l'énergie qui rentre des batteries sur les COS plus et moins. Ici on est en 24 volts. Et on a la partie sortie en 230 volts avec le neutre, la phase et la terre qui ressort ici. Et on remarque qu'il y a une mise à la terre du neutre directement à l'intérieur de l'onduleur. D'habitude je le fais dans le coffret électrique, mais là il y est directement. On peut l'enlever si on est sur des installations qui ne nécessitent pas de différentiel. Mais c'est le point le plus important pour la sécurité électrique, sinon le disjoncteur différentiel qui est ici ne disjonctera jamais, il n'y aura pas de mise à la terre. Pour le paramétrage, on utilise ce qu'ils appellent des interrupteurs DIP qui sont là. Alors on voit peut-être pas très bien, je vais vous dire comment on les règle. Et les connecteurs ici RJ45 qui vont aller jusqu'à l'ordinateur, donc je vais brancher l'ordinateur, utiliser le logiciel. Alors dans la notice de Victron Energy, c'est cette notice-là, hein. C'est exactement celle-là, mais elles sont toutes un peu similaires et fonctionnent toutes un petit peu de la même manière. Donc là, c'est celui du Phoenix Inverter 3000. C'est la même pour le 48 volts et le 12. On suit un petit peu dans la partie française, vous pouvez regarder en partie anglais si vous voulez. On a le paramétrage par interrupteur DIP ici. Voilà. On nous dit qu'on peut paramétrer la fonction économie d'énergie, la fonction, la tension, donc 230 ou 240 volts, la fréquence, ça c'est des choses qu'on peut faire par ordinateur. Mais moi dans mon cas, je vais effectivement paramétrer ça, donc je vais désactiver l'économie d'énergie, mettre en 230 volts parce que c'est un petit peu plus économe, on a besoin d'un peu moins d'énergie pour faire du 230. On mettra 240 si on a des grandes distances ou des grosses chutes de tension. Et puis 50 Hz bien sûr, si ce n'est que 60 Hz ça marchera aussi, mais dans notre pays les appareils ne sont pas prévus pour. Moi ce qui m'intéresse c'est que mon onduleur était câblé en parallèle, c'est-à-dire qu'il y avait 3 onduleurs qui étaient configurés en 9 kW, en 9 kVA, pardon. Il faut que je le reconfigure en indépendant, sinon il va se mettre en défaut de toute façon quand je vais l'allumer, parce qu'il ne va pas reconnaître son hôte. Et il faut que je mette les paramétrages 1 et 2 sur off. Ce qui correspond finalement dans la notice au tout premier paramétrage en mode indépendant. Donc on va remettre celui-ci et après on ira voir avec l'ordinateur comment on fait. On a les interrupteurs qui sont là. On a d'un côté à gauche c'est sur on, à droite c'est sur off. Et puis les petits boutons up et down qui permettent de paramétrer les différentes fonctions. Alors nous, comme on est sur les fonctions principales, on est sur up, et les fonctions down en général elles sont utilisées sur les multiplus, les onduleurs chargeurs, qui permettent de configurer le courant de charge, les différents seuils, les types batteries et autres. Mais nous on ne va pas s'en servir. Si on commence à s'en servir, on risque de créer des problèmes. Donc là on va déjà dans un premier temps vérifier le paramétrage existant. Donc normalement 8 on est à off, 7 sur off, avec un petit tournevis ça marche très bien, 6 sur off, le 5 sur off aussi, le 4 et le 3 sont sur on, donc c'est pour la tension et la fréquence. J'aurais pu les laisser parce que moi je les ai mis en 240 volts. Hein. Et le 1 et 2, on va vérifier, le 1 et 2 sont sur off. Et quand on va mettre en marche, tout à l'heure là, il faudra que j'appuie sur le bouton up.
on va faire ça. J'ai allumé mon alimentation stabilisée, je l'ai mis à 28,7, 28,8. Je peux la mettre un petit peu plus haut si je veux. C'est une 3 ampères, donc pas plus de 100 watts, mais ça devrait suffire pour la programmation. Dès que j'ai branché, avant de mettre le sélectionneur batterie, j'ai mon contrôleur batterie qui s'allume et qui me demande des paramètres. Bon bah moi je vais rien lui mettre pour l'instant, on verra ça plus tard. Je lui ai juste dit que c'est ok. Il me dit bien qu'on est à 26,77. Et l'onduleur n'est ni allumé ni sous tension. Donc quand je vais tourner ici, il va y avoir une consommation de courant au niveau de l'alimentation stabilisée. Et je vais avoir les régulateurs solaires qui vont se mettre sous tension. Alors ça risque de faire une grosse chute de tension au démarrage, ce qui n'est pas très grave. On y va. Donc effectivement, on est descendu à 16 volts. Le temps que les condensateurs se chargent dans l'onduleur. Et au niveau du régulateur, ça s'affiche. Là aussi, c'est bon. Les paramétrages, on les verra sur site. C'est pas l'objet de la vidéo aujourd'hui. Concernant l'onduleur, on a dit tout à l'heure qu'on allait pouvoir le paramétrer. Alors, avec les petits interrupteurs qu'on a eu là et le petit bouton up, alors il faut faire attention, en général, quand on met les doigts et qu'on va mettre sous tension, on utilise toujours un tournevis isolé ou des gants, parce que c'est vite fait de mettre les doigts où il ne faut pas. On ne sait jamais. Donc là, je vais le mettre en marche. Il va se mettre en défaut, normalement. Ou en attente. Alors là, il est en attente. Voilà, il attend. Il attend rien du tout. Enfin, il attend qu'un autre onduleur démarre en synchronisme, mais il ne va pas pouvoir. Donc moi, je vais lui dire up. Voilà, les petits voyants rouges se sont allumés pour dire j'ai compris. Je l'éteins et je le rallume pour réinitialiser. Et voilà, c'est bon, il a compris qu'il était tout seul. On voit le petit voyant vert. Et à ce moment-là, on a du 230 volts. Alors là, je ne veux pas vérifier au niveau du voltmètre parce que je sais très bien qu'il marche bien. On peut vérifier notamment présence tension. On peut faire une vérification rapide en appuyant sur le différentiel ici. Ça teste le disjoncteur. On peut aussi le tester avec un contrôleur d'installation, mais c'est pas non plus le sujet de la vidéo. Et là, ça permet de savoir qu'on a du courant. Donc moi, je vais le rééteindre. Voilà. Et je vais pouvoir maintenant allumer l'ordinateur. Alors, l'ordinateur est allumé. Alors, j'ai eu un petit bug de micro tout à l'heure. J'espère que le son ne sera pas trop pourri. Alors, j'ai pas de logiciel de capture d'écran, donc je fais avec la caméra. Ça risque de faire beaucoup de scintillements. Ce qu'on fait, alors moi je suis sur Windows, c'est compatible aussi avec d'autres types de logiciels. Il faut le logiciel qui s'appelle VE-config. C'est pas très joli à l'image, mais VE-config. Il ne se met pas en plein écran, c'est un petit peu, c'est quelque chose d'assez simple, un peu comme un Excel, mais sauf qu'il a le protocole de communication Victron. Il faut en USB un adaptateur qui s'appelle soit MK2, soit MK3. Ça vaut à peu près 70 €. Un cordon RJ45 qui est mis sur le port de communication. Une fois que le logiciel est démarré, il faut lui demander de sélectionner un port. Bon, je crois que c'est le COM5, mais je vais lui demander de le faire automatiquement. Et je vais allumer l'onduleur. On allume l'onduleur après. Et normalement, il nous trouve. Voilà, objectif trouvé. Il y a un reflet énorme dans l'écran. J'ai plein de projecteurs, c'est peut-être pour ça. Il met un certain temps à télécharger les informations. Pendant ce temps-là, on voit que la consommation de l'onduleur est d'à peu près 30 watts. On doit l'avoir aussi ici. Ça doit être la même. Voilà, 30 watts. Voilà, il a trouvé les informations. Alors, ce petit logiciel, il est assez simple sur cet onduleur-là et plus compliqué sur les multiplus. On a une partie à gauche, je ne sais pas si vous voyez la souris, qui permet de visualiser l'état de l'onduleur. Donc là, on est en 50 Hz, 230 volts. On consomme 0,1 ampère, c'est-à-dire c'est le minimum possible. En courant continu, on est à 28,9 volts, c'est à peu près ça. On a une variation de la tension de 0,1 volt et on consomme 1 ampère. C'est à peu près la même chose qu'ici. Alors, première remarque,
L'ampèremètre qui est là, qui dit que ça consomme 1 ampère, ça veut dire qu'on est à 28,9 watts. Et l'ampèremètre qui est à l'intérieur de cet onduleur mesure la consommation en continu. Il mesure jamais sur la partie sortie. Là, il nous l'affiche, mais les paramètres ne sont pas en fonction de ça. C'est assez important à comprendre. Bon, on est bien en 50 Hz, on peut modifier ce qu'on vient de faire tout à l'heure. On est bien en 230 volts. On peut mettre d'autres paramètres. On a une tension de déconnexion assez basse et une alarme assez basse. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre des paramètres un petit peu plus sympas. L'alarme, je la veux à 23 volts. Voilà. OK. La reconnexion, je la veux à 23 volts. Peut-être qu'il ne voudra pas. Si. Ah bah il m'a mis l'alarme à 24, donc la reconnexion, je vais la mettre à 22. 22,5. Voilà. Là, je vais remettre préalarme 23,7, c'est très bien. Et la déconnexion 22. Voilà. Plus bas que 22, en tout cas, si vous êtes en gel, 22 c'est déjà de la destruction de la batterie, mais là, ça permet d'anticiper les chutes de tension intempestives et de respecter une courbe de décharge. Je vais activer le mode économie d'énergie, et sur cet onduleur, on a deux modes. On a le mode sinusoïde modifié, qui permet de continuer à avoir du 230 volts, c'est pas tout à fait le 130, c'est 160, 180, et on détecte, disons qu'on économise 30% de l'énergie, et puis on détecte la charge, et le mode recherche qui envoie des impulsions et qui détecte la charge. Alors, par expérience, le mode recherche sur ces onduleurs-là fonctionne très très mal. Il faut 2 ou 3 watts pour déclencher l'onduleur, et notre monde moderne, avec les petites lampes de chevet et autres, ont tendance à ne pas détecter. On a des petites consommations qui font que ça fait clignoter les lampes. Donc nous, on va mettre en sinusoïde modifié, et les puissances qui sont affichées là, ici, ça inclut la consommation de l'onduleur. Très important. C'est-à-dire que là, on rentre en mode AES, économie d'énergie, si la charge est inférieure à 69. Alors moi, je vais mettre le plus bas possible. Il me propose 25. Voilà. Et on sort du mode économie d'énergie si on est au-dessus de 12 watts. Sauf que ces 12 watts incluent la consommation de l'onduleur. Et quand l'onduleur consomme pas beaucoup en mode économie d'énergie et consomme beaucoup en mode allumé, eh ben, on est un peu marron. Donc là, en mettant les paramètres les plus bas possibles, on ne peut pas faire beaucoup mieux. On a ensuite des interrupteurs virtuels, mais nous, on ne va pas s'en servir. Des assistants, il faut les télécharger, on ne va pas s'en servir non plus. Et on a ici, envoyer les paramètres. Alors c'est pareil, comme je disais, comme c'est pas un plein écran, on ne voit pas tout ce qui est écrit, c'est pas grave. C'est parce qu'ils ont traduit en français de manière un peu rapide. Donc envoyer les paramètres. Si c'est des paramètres importants, il va me dire de redémarrer. Moi je lui ai envoyé que les paramètres que j'ai modifiés, pas tous les paramètres. Et ça m'étonnerait qu'il veuille qu'on redémarre. Mais admettons. Ah, il veut qu'on redémarre, donc on va redémarrer. Tac. Donc là, l'onduleur s'est éteint. Il ne fait plus de bruit. Et il va redémarrer. Toc. On est effectivement redémarré. Comme on est en mode économie d'énergie, il doit pouvoir se mettre, là il a 230 volts, il doit pouvoir se mettre en économie d'énergie au bout d'un petit moment. Il faut lui laisser le temps, il y a une petite veille. Il faut lui laisser le temps de se mettre. Ici, il n'y a rien qui consomme. Il devrait pouvoir se mettre en économie d'énergie. Donc, il ne s'y met pas, ce qui était prévisible. Ça veut dire qu'il faut changer les petits paramètres du convertisseur. Là. Je suis désolé, la vidéo a l'air un peu cradingue, mais c'est tout ce que je peux faire. Donc, là, actuellement, 25 watts. On en consomme 29. À peu près 30. Donc là, on va rentrer 30 dans ce paramètre-là. Et on va envoyer les paramètres.
Toc, il me redemande de démarrer, c'est parti. Toc, il redémarre. Et on va voir s'il se met en mode économie d'énergie. C'est pas évident qu'il s'y mette parce qu'on est à 30. On est à peu près à 30. Nous revoilà avec les réglages peaufinés. Je suis en sinusoïde modifié. Je me suis réglé inférieur à 39 watts et supérieur à 12 watts. Et là, on voit qu'on est à 144 volts et on est en train d'alimenter le chargeur de portable de mon téléphone. Parce que, comment j'ai fait? Donc j'ai coupé le courant. Il s'est mis en mode économie d'énergie, donc là il y est déjà. Lorsque j'ai remis le courant, il s'est mis à consommer. Il a bien détecté qu'il y avait le téléphone, mais il s'est remis en veille avec pas grand chose, juste en laissant le chargeur branché et en débranchant le téléphone. Donc je vais le faire là, je débranche le chargeur, je débranche juste le téléphone, pardon. Voilà, il se remet en économie d'énergie. Je rebranche le téléphone. Le chargeur est toujours branché, lui. Alors, petit cordon USB, toc. Et il reste en mode sinusoïde modifié. C'est suffisant pour charger le téléphone. Le téléphone charge. Et donc, normalement, ça, c'est la meilleure configuration possible. On consomme à peine 29 watts. Alors j'ai enlevé le téléphone pour qu'on voit le contrôleur. On est à 23 watts. C'est, comment dirait-on, un peu moins que sa consommation à vide lorsqu'il est en marche continue. Alors je vais vous faire la différence. Là on est bien à 23 watts. Si je coupe le courant, il va se mettre en veille. Bon, il y est déjà. On est à 20 watts. Lorsque je remets, il s'allume. Il est à 30 watts. 30 et quelques watts avec la charge. Donc on a une économie de 10 watts là. 10 watts sur 24 heures, c'est un demi-frigo. C'est déjà pas mal. Et si on se met en sinusoïde modifié, donc on va le faire, en mode recherche, on envoie les paramètres, il va nous demander de redémarrer. Oh, quoique là, il n'a pas demandé. Très bien. On coupe le courant, hop. Il va détecter qu'il n'y a plus de charge et il va se mettre à osciller, voilà. Il va faire, alors je vais essayer de mettre bien là, voilà, il va faire 230 0, 230 0, 230 0. Vous voyez, il fait des impulsions. Et la consommation, vous voyez, elle fait 20 watts, 6 watts, 5 watts, 20 watts. C'est en moyenne beaucoup moins que les 30 watts d'origine. Dès qu'on remet le téléphone en marche, il détecte et il se met à consommer normalement. Le téléphone vient de s'allumer et la consommation est là. Maintenant, si je débranche uniquement le chargeur, enfin le téléphone, c'est-à-dire qu'il y a juste le chargeur à vide, il se remet à faire des impulsions. J'attends un tout petit peu avant de brancher le téléphone. Voilà. Je rebranche le petit cordon USB, c'est pas facile. J'ai qu'une main et demie, on va dire. Toc, voilà. Il se remet en marche. Et ce fonctionnement-là est le plus optimum en termes de consommation d'énergie, mais dans certains cas, on a des lampes, des petites loupiottes qui consomment moins que le chargeur, encore moins. Donc là je vais le laisser comme ça parce que je ne sais pas demain ce que je vais avoir sur le chantier, mais j'aurai la possibilité de le changer. Voilà pour la modification des paramètres. Alors, moi ce que j'aimerais voir maintenant, c'est les seuils de tension que j'ai réglés ici. 22, préalarme 27, oulala, et ils ont été modifiés tout seuls. 22, reconnexion 25 et préalarme 2710. C'est bien trop élevé. Vous voyez les petits bugs dans le logiciel, il ne veut pas me laisser faire ce que je veux. Là il me dit on peut faire minimum 24
Ah bah oui, c'est ça. Donc on va mettre 24. Hop. Et là, il me dit qu'il faut... Il faut un petit écart entre les deux pour la préalarme. Donc la préalarme, elle est minimum 24. Ah non, elle est minimum 5,4 volts. Et moi, la préalarme, je la veux à 23,5. C'est bien ça, 23,5. Ok. J'envoie les paramètres. Il a bien voulu. Et moi, il ne me reste plus qu'à faire bouger ça maintenant. Et on va voir s'il se met en alarme. Alors, je pense pas qu'avec la caméra on le verra. Les voyants sont ici. Et je vais m'arrêter, je filmerai les deux au fur et à mesure. Donc l'idée c'est que à 24 il se passe quelque chose. Non, à 23,5. Donc on y va, on descend. Au fur et à mesure qu'on va descendre, le courant va monter pour maintenir la puissance, ce qui est normal. Du moment qu'on ne monte pas au-dessus de 3 ampères, je ne serai pas en difficulté avec mon alimentation. Hop, 23,3. Effectivement, on a un petit voyant rouge qui clignote. Je ne sais pas si on le voit. Si, voilà, on le voit, il clignote. C'est une préalarme. On ne doit pas le voir à l'écran là, je ne suis pas sûr. Il ne l'affiche pas. Et il doit couper à 22. Donc allons-y. Je crois qu'il n'est pas équipé de buzzer. Voilà, déjà là il est en mode économie d'énergie. Il a du mal, puisqu'il consomme moins à basse tension. Mais c'est pas grave, c'est pas ça que je veux voir. On est à 21,5. Voilà, l'onduleur s'est éteint. Il s'est mis... Il ne clignote plus, il s'est mis en low batterie. Maintenant, on va voir s'il se reconnecte bien. Donc ça, c'est des tests qu'on fait sur tous les onduleurs d'occasion en général. Enfin, en tout cas, que je fais moi. Il doit se reconnecter à 24. Donc allons-y. Oh, il y a une petite chute de tension dans les câbles. Hein. Ça peut être 24 quelque chose. Alors, je vais peut-être tourner avec l'autre pour être plus précis. Je suis à 24,1. Il me dit qu'on est à 24,1. Et voilà, il a redémarré. Donc c'est bon, les paramètres sont bons. Très très important, parce que s'il y a un bug, s'il y a une erreur de mesure, il crame les batteries. Donc là on est bon. 24,1 avec le mode économie d'énergie qui est un peu mauvais là, qui est un peu mauvais. On constate qu'il s'est remis en veille. Parce qu'on est avec une tension trop basse. Vous voyez, c'est compliqué à gérer l'économie d'énergie sur ce genre d'onduleur. C'est-à-dire que si on est en batterie basse, c'est difficile d'alimenter un téléphone, quoi. Donc je vais rester à 24. 23,7, c'est bien pour faire les tests. Et je vais me remettre en sinusoïde modifié. On va voir ce que ça donne. Il va me dire de redémarrer. Non. Donc il est bien à 230 volts. Il a descendu à 150. Voilà. Et ça charge le téléphone. Oui, c'est ça. Ça charge. Hop. Je remets en mode recherche. C'est marrant, ça va faire une petite vidéo un peu garage. Voilà, donc il s'est remis en marche. Mais il considère qu'il n'y a pas assez. Donc on va voir si on lui remet en 29 volts. Il se remet bien. Faut pas que j'aille trop haut, hein, parce que je crois pas qu'il y ait de protection haute. Enfin si, il a une protection haute, mais je sais pas comment il réagit. C'est pas marqué dedans. Normalement, au-delà de 30 volts, il se met en alarme aussi. On est à 29,5 là. Ce qui est beaucoup déjà. Marche très bien. Donc voilà, vous voyez, on a bien une incidence. Il mesure le courant sur les batteries. Il n'interprète pas réellement les watts. C'est très moyen. C'est très moyen pour de l'économie d'énergie. Et chez Victron, ça a toujours été comme ça.
Il y a des modèles, je vous mettrai peut-être au bout de la vidéo un test sur un onduleur plus récent en plastique. Les nouveaux modèles sont en plastique. Et ceux-là, ils se mettent pas du tout en économie d'énergie, mais ils sont très économes. Ils font 12 watts. Enfin, très économes. Bon, c'est mieux que 32, quoi. Voilà. Donc là, il est configuré. J'en suis pas pleinement satisfait. Je verrai avec le client comment il voit ça. Faut savoir que dès que la tension de batterie chute, on se retrouve avec une économie d'énergie moyenne. Ça peut arriver en hiver, batterie déchargée le matin, on veut allumer la loupiote du salon ou la lumière du je ne sais où et ça se met à clignoter. Bon, je vais laisser comme ça parce que en théorie, si ça clignote, c'est que les batteries sont déchargées, donc c'est pas si grave et c'est qu'il n'y a pas grand chose de branché dessus. On va laisser comme ça tout en sachant que c'est possible de l'enlever. Voilà. Allez, à bientôt, désolé pour cette longue vidéo, mais au moins c'est explicatif.